Bonjour et bienvenue dans Ma Juste Valeur, le podcast référent sur la négociation de rémunération qui vous apprend à négocier vos salaires, négocier vos tarifs, obtenir une augmentation et globalement la rémunération que vous méritez. Je suis Insa Felassini, experte et coach en négociation de rémunération, mais également juriste, autrice, conférencière, youtubeuse, féministe militante pour l'égalité salariale et créatrice de ce podcast. Tous les premiers lundis du mois, je vous livre des conseils pratiques, concrets et précis pour négocier et obtenir un salaire ou des tarifs à votre juste valeur. Je reçois également une fois par mois des invités de tout horizon avec lesquels j'explore la relation que les femmes entretiennent avec l'argent et dessine des solutions pour vous décomplexer sur le sujet et vous donner des ailes pour oser en gagner plus. Je suis convaincue que la liberté économique des femmes annonce et précède leur liberté politique. Et si vous écoutez ce podcast, c'est tout sauf un hasard. Alors, en avant toutes mesdames et bienvenue dans Ma Juste Valeur. Alors, une des citations que j'aime beaucoup et justement que j'ai utilisée à la fin de mon livre pour motiver les gens justement à passer à l'action, c'est que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc, c'est vraiment pour être motivé à passer à l'action et ne pas se préoccuper des choses qu'on aurait pu faire ou mieux faire dans le passé et se concentrer sur l'avenir. Plus qu'une question, c'est plutôt avoir ton avis, parce que moi j'en ai un sur le mouvement FIRE. On voit qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes, voilà, il y a de plus en plus d'initiatives qui nous poussent à épargner notre argent, à être un peu plus conscient de notre argent, etc. Mais la plupart de ces initiatives-là ont pour objectif, mais ça c'est mon analyse à moi, hein, c'est ma lecture, de nous rendre pingres. T'as le sentiment que pour faire bien, eh ben, faut être un radin. Et moi, en fait, je suis pas du tout radine. Et j'aime pas du tout cette lecture-là, en fait, de l'argent et de l'investissement. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est un peu ce qu'on voit aussi dans le mouvement FIRE, par exemple. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est vrai que le mouvement FIRE, mais en gros, c'est Retirement Early. Donc, on fait attention, frugal, un truc comme ça. C'était ultra frugal pendant les premières années de ta vie pour pouvoir amasser un maximum d'argent et ensuite arrêter de travailler, voilà, et profiter de la vie. Moi, j'ai pas envie de commencer à profiter de la vie à 40 ans ou, ou à 45 ans ou à 50 ans. Déjà, de par mon histoire, dont je t'ai déjà un peu parlé tout à l'heure, la vie est courte en fait. Il n'y a rien qui est garanti. Donc, moi, je suis pas du tout pour. Oui, bien sûr, on n'est pas obligé de se faire plaisir tout de suite là, maintenant, mais pour moi, le plaisir, il doit quand même être intégré dans le quotidien. Je vais pas passer 1 an de ma vie à me serrer la ceinture. Alors eux, c'est pas 1 an, c'est 15 ans à se serrer la ceinture pour ensuite pouvoir profiter. En plus, moi, j'ai un petit aspect un peu philosophique que je n'aime pas, dans ce mouvement-là parce que souvent le concept, c'est d'être dans un pays riche, amasser un maximum d'argent et aller profiter de sa devise ultra forte en partant dans un pays, qui est, moins développé que les pays occidentaux et profiter du fait, en gros, de la pauvreté ambiante pour pouvoir vivre une vie de pacha et moi, j'ai un peu du mal avec ça. Je dis pas que les gens qui suivent le mouvement FIRE sont comme ça, mais c'est vrai que moi, ma lecture, tu vois, avec toute cette histoire un peu coloniale et cetera, pour moi, c'est un peu du néocolonialisme, tu vois? De je prends mon argent, je vais dans un pays où les gens, ils ont pas d'argent et puis je vis ma best life. Et j'aime pas trop le concept. Voilà, donc après chacun, moi toujours je dis chacun fait à sa façon. Je pense que c'est important le frugalisme, en général de pas être dans la surconsommation, acheter, 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 acheter tout le temps. Ça sert à rien, ça pollue. D'ailleurs, dans ces pays-là où les gens veulent ensuite, s'expatrier. Donc il y a des choses à c'est comme pour tout en fait. Il y a toujours des choses à prendre et des choses à laisser et moi les choses que je vais laisser, c'est le côté vraiment de trop se serrer la ceinture, de se priver pendant des années. La vie c'est un peu un marathon, hein, donc si jamais on essaye de trop, trop, trop faire trop longtemps, en tout cas pour moi ça fonctionnerait pas. Après il y a des personnes pour qui ça fonctionne, mais pas pour moi. C'est hyper intéressant ce que tu dis, Maëva, et je vais te partager une anecdote. Moi, j'ai découvert ce mouvement-là dans un article d'un journal, je me rappelle plus lequel, où en fait, c'était le témoignage d'une jeune femme qui avait une trentaine d'années, qui était propriétaire de son appartement et qui t'expliquait que pour devenir propriétaire de son appartement, donc c'est-à-dire mettre suffisamment d'épargne et avoir suffisamment d'économies pour devenir proprio, elle était partie faire les poubelles des grandes surfaces et qu'elle n'était pas la seule et que tous se retrouvaient, qu'il y avait voilà comme des espèces de commandos, pas de commandos, tu vois, mais genre des Ouais, communautés. des petits groupes quoi, des petits Voilà, squads. voilà des petits squads, voilà, où qui se retrouvaient et qui se filaient les bons plans et qu'ils allaient faire la sortie des supermarchés, notamment des poubelles, où ils jetaient tout ce qui était la date de péremption arrivait très rapidement, enfin et qui était plus habilité à la consommation quand tu es un Mmh. supermarché. Et en fait, autant, tu vois, je me dis, qu'est-ce que c'est triste. En vrai, c'est hyper triste. Tu te rends compte
Enfin, moi, tu vois, je sais pas pour toi. Moi, j'ai fait des études. J'ai voulu gagner de l'argent dans ma vie pour jamais, plus jamais avoir à compter, en fait, tu vois. Pour me dire, bah, si à un moment donné, j'ai besoin d'un truc, je sais que j'aurai jamais besoin de demander la permission à l'argent. C'est ce que je te disais, tu sais, tout à l'heure. Mm, mm, mm. Et là, le fait de me dire, je suis obligée d'aller faire les poubelles, c'est, moi, ça me choque. En fait, pour moi, c'est un luxe de riche. Tu vois, le luxe de faire semblant d'être pauvre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Les personnes qui ont vraiment connu le manque dans leur vie, ils vont jamais s'amuser à faire ça, tu vois. Eux, c'est pour le game, tu vois, ils font ça pour limite c'est un peu ludique, c'est le jeu genre ah tu vois mais je sais pas. En tout cas, c'est pas mon délire, pas du tout mon délire. Je c'est pas de ça dont j'ai envie dans ma vie. Après chacun vit à sa façon, c'est pas toutes les personnes qui sont dans le mouvement FIRE qui vont dans ces Ouais. extrêmes-là. Tu vois déjà tu as 30 ans, tu es propriétaire, En vrai, c'est des c'est personnes qui sont ça, quoi. privilégiées en fait. Ce sont des personnes qui sont privilégiées et qui voilà, elles ont fait un microcrédit pour acheter parce qu'elles avaient un gros apport ou des trucs comme ça. Et c'est toujours, tu sais, les histoires racontées un peu à moitié. Je crois qu'on en avait parlé un peu au tout début, où tu racontes toujours la partie marrante ou la partie sympa ou sensationnelle de l'histoire sans expliquer que, en fait, tu n'as jamais eu besoin d'argent et que c'est pour ça que à 30 ans, tu n'as plus besoin de travailler, tu vois. Mais bon, chacun son délire. Ouais, j'avoue, chacun son délire. Et ce deuxième aspect qui me dérange, c'est ce délire colonialiste, en fait. Où, en fait, c'est comme si tu es tellement dégueulasse qu'on ne te donne pas l'heure chez toi et tu vas en Asie pour avoir la yellow fever. Parce que tu sais que tu es le roi du pétrole juste parce que tu es blanc. Tu vois, moi, j'ai vécu en Asie et tous les mecs qui étaient dégueulasses à mon époque, où jamais tu leur aurais donné l'heure, et ben en Asie, ils arrivaient, ils se sentaient les rois du pétrole. C'était les kékés de service Ouais, parce qu'il parce y qu'ils ont avait de des euros et quoi. des dollars et ça y Voilà. est. Et que Ouais. c'était des Européens. Et donc, dans le référentiel de beauté, ils passaient pour des mecs pas beaux gosses, mais plutôt OK, tu vois. Mm. Et du coup, je trouvais ça un peu. Ça me dérange un petit peu. Tout ça pour dire qu'on est d'accord là-dessus, Maëva, toi et moi. Enfin, l'argent, c'est un moyen quand même. C'est quand même pas une fin. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que tu prônes aussi, toi aussi, j'ai l'impression. Ah oui, mais complètement. Enfin, moi, je suis pas dans le truc de se dire ah ouais, on est des pique-sous, on a beaucoup de sous, on regarde son compte tous les jours pour se dire ah, se gargariser, j'ai beaucoup d'argent. Non, en fait, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? Est-ce que je vais pouvoir payer bah, les études qu'il veut à mon fils? Est-ce que je vais pouvoir voyager, passer du bon temps, faire des cadeaux à ma famille, aider une personne dans le besoin? Là, par exemple, au moment où on enregistre, on est au mois de décembre. C'est le moment où on fait un peu le push pour les dons, etc. Donc voilà, c'est comment on peut aider aussi les autres et profiter de la vie pendant qu'on est encore vivant, hein. Complètement aligné. D'ailleurs, j'en profite pour te poser aussi une question, parce que tout ça, moi, je le mets aussi en rapport et en perspective avec la Golden Race. Je pense que tu en as entendu parler et je pense qu'on a dû t'en parler aussi. Non, je sais pas du tout ce que c'est, tu vas m'apprendre quelque C'est chose vrai? là. Ah, ça m'étonne. Je pensais que tu le saurais. En fait, la Golden Race, c'est en gros quand tu es entrepreneur, quand tu débutes, tu es pris dans un mouvement où on te dit en gros le SMIC LinkedIn, c'est 10 000 euros. Donc, si tu veux avoir un minimum de succès, il faut que tu fasses 10K par mois. Puis après, on te dit, ah bah tu vois, si tu veux avoir du succès, faut scaler. Après, on te dit, bah après scaler, il faut faire tant. Et tu sais, c'est un peu la course, et on le voit là, il y a plein d'entrepreneurs, notamment des coachs dans l'infoprenariat, qui te disent moi, 6 chiffres, objectif 7 chiffres. Et tu vois, tout le monde se gargarise un peu. Et c'est un peu la course à qui va faire le plus de CA. En fait, moi, je ne me reconnais pas du tout là-dedans. Et je voulais te poser la question parce que, et je vais te dire pourquoi je voulais te poser la question. En général, quand tu es un entrepreneur qui réussit pas mal et qui arrive à avoir un certain succès, tu as toute cette espèce de pression où il y a les gens qui te disent, mais pourquoi tu fais pas ça? Mais pourquoi tu fais pas ça? Mais tu devrais faire ça. Tu sais que là, tu as quoi? Tu as 6 chiffres, mais tu sais que tu pourrais faire 7 chiffres facile. Il suffit de faire ça, ça, ça. Dématérialise ça, fais plutôt ci, fais plutôt ça. Moi, l'année dernière, j'ai vraiment été confrontée là-dessus parce que je recevais énormément de personnes qui me disaient, Minsaf, tu pourrais faire tellement d'argent. Et moi, je leur disais, mais moi, ça me va comment je suis I en don't fait. care! C'est ça, tu vois. Ouais, bah, si l'argent arrive, je vais pas lui cracher dessus, tu vois. Mais en fait, aller dénaturer mon truc ou passer d'un service premium à un service qui est moins premium, juste pour dire à la fin, et les gars, regardez, mes ovaires sont plus grosses que les vôtres ou elles ont au moins la même taille. En vrai, tu vois, j'ai pas besoin de ça pour savoir que ce que je vis, c'est bien. Et pourquoi je te pose la question? C'est parce que tu es dans la même configuration que moi, où nous, toutes les deux, on a notre job, en fait. On a notre job, on a notre client principal, notre source de revenus principale. Et en vrai, ce qu'on fait à côté, toi avec mon budget bento et moi avec ma juste valeur, c'est du plus. Et du coup, ça, on a moins d'anxiété financière. Et je voulais savoir si toi, tu avais ce même rapport-là où tu te disais, comme c'est du plus, bah du coup, en fait, je m'en fiche de scaler. Moi, tout ce que je veux, c'est bah, avoir une source de revenus supplémentaire qui me permet de payer mes kiffs ou faire autre chose, whatever.
ou avoir ton opinion sur cette fameuse Golden Race, quoi. Du coup, je connaissais pas le terme, mais je vois exactement ce dont tu veux parler maintenant que tu m'as donné les explications. Oui, alors en fait, c'est vrai que nous, on n'est pas exactement dans la même configuration que les solopreneurs qui comptent que sur leurs revenus, etc. On est cadre dans des plus ou moins grandes entreprises, on gagne bien notre vie. Entre guillemets, quelque part, on n'a pas la dalle et ça peut être vu d'un point de vue Alors positif comme attention, moi j'ai négatif. faim. Moi j'ai la dalle, hein, mais j'ai pas la dalle en mode pas à tout prix, quoi. Pas quoi Oui, qu'il non, mais donc c'est dans ce sens-là, en fait, où t'as pas la dalle. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où tu dis, écoute, moi, c'est comme, moi, souvent, on me dit, mais Maëva, t'as pas envie de te lancer à temps plein sur mon budget bento, tu pourrais te faire beaucoup d'argent, il y a beaucoup de demandes, etc., hein. Même moi, des fois, je me pose l'action, je me dis, en vrai, ce que j'arrive à faire en travaillant, genre, 20% de mon temps là-dessus, si jamais je passais 100% de mon temps dessus, peut-être que ça pourrait vraiment exploser mon projet, tu vois. Mais en même temps, est-ce que je vais me mettre la pression pour ça? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Mais moi, je l'ai dit tout le temps que je suis une grosse feignante. J'ai aucun problème avec ça. Si toi, tu fais 10 millions, bah, franchement, tant mieux. Félicitations. Moi, je suis toujours, ouais, allez-y. Non, non. Moi, je suis grave une cheerleader pour les autres. Tu vois, j'ai aucun souci avec ça. Mais moi, par contre, ne me mettez pas la pression. Moi, ça m'intéresse pas après de faire des stories de 15 kilomètres pour expliquer comme quoi j'ai fait un burn-out, le burn-out de l'entrepreneur et tout. Non, non, vous ne verrez pas, mais il va faire de stories sur le burn-out de l'entrepreneur. ça me fait rire parce que moi je disais tout le temps, et à un moment donné, c'était surtout l'année dernière où c'était en 2000, surtout en 2022, 2000, ouais, 2022, pas l'année dernière, mais surtout en 2022, où tout le monde me disait, Minsaf, tu devrais faire ci. Tu sais, c'était le moment où les réels commençaient à sortir et tout le monde dansait dans les réels. Et moi, je leur disais, mais tu crois vraiment que je vais aller danser dans un réel? Mais genre, je vais Oh, je suis avocate, les gars. Vous croyez vraiment que je vais me mettre. Oh, si j'avais voulu être actrice ou faire du cirque, j'en aurais fait un métier, quoi. Vous voulez vraiment que je me mette devant une caméra et que je danse pour avoir quoi, 3 followers? Mais je m'en fous, en fait, d'avoir 3 followers. Moi, je le fais et après, si tu kiffes et si tu résonnes avec, c'est bien. Sinon, bah, il y a d'autres personnes où il n'y a pas d'ailleurs et tu fais ce que tu veux. Non, mais surtout qu'en plus, moi, je kiffe danser. J'adore danser. Je vais pas dire que je suis une grande danseuse dans le sens je suis très forte en danse, mais je suis une grande danseuse dans le sens je kiffe danser, tu vois. Mais danser sur Instagram pour parler d'argent, tu vois, je vais faire des petits trucs, genre des petits reels vite fait, machin, mais je vais pas commencer à apprendre des chorégraphies, des machins, tout ça pour être en trend. En plus, c'est bien de vouloir avoir, tu sais, de la visibilité, etc. Mais moi, une de mes plus grandes victoires sur mon compte, c'est que j'ai une communauté de dingue. Ça veut dire, les gens, quand ils commentent, c'est intelligent, ils posent des questions, même s'ils savent pas un truc, tu vois, ça va dire, je sais pas comment dire, mais c'est toujours en bonne intelligence et pour partager des infos, etc. Et j'ai pas les personnes, les haters là, dont tout le monde parle sur les réseaux. Moi, j'ai pas ça en fait, hein. Certainement que je les intéresse pas. Je sais pas, où ils ont peur de se faire accueillir de la bonne façon. Mais en tout cas, j'ai pas ça dans ma communauté et c'est peut-être aussi parce que justement mon contenu, il attire que les gens qui sont vraiment intéressés en fait. Et parce que commencer à lire des longues captions de 15 kilomètres, c'est que le mec ou la nana qui est là juste pour mettre des commentaires négatifs, tu vois, envoyer son venin, elle va pas venir sur mon compte en fait parce que ça va lui servir à rien. Moi, j'ai la même observation que toi. Franchement, Maëva, là-dessus, on se rejoint. Sur ma juste valeur, j'ai jamais eu d'aussi loin que je me souvienne. Peut-être j'en ai eu un ou deux, tu vois, mais je m'en souviens Ouais, pas. comme ça, mais Ouais, je veux dire, c'est une goutte d'eau dans, ouais. dans Mais les je veux dire, ouais. interactions que tu peux avoir, quoi. Ouais, j'ai jamais eu de commentaires négatifs. Pareil, j'ai jamais eu, tu vois, tout le monde parle de la fameuse cliente insatisfaite ou du client insatisfait qui te fait chier, qui te pourrit et tout. Moi, j'ai jamais eu ça. Et je pense que ça vient aussi du fait que, alors ça, c'est mon analyse, tu vois. Moi, je pense, après, tu vas me prendre pour une perchée New Age, mais c'est aussi la vibe que tu transmets. Il y a des gens, tu sens, ils sont là, le prix à payer, en fait, ils sont prêts à tout juste pour avoir un like, juste pour avoir plus de followers et tout. Moi, franchement, le nombre de followers, je m'en contrecarre, je m'en fiche. Et je m'en trendy ou pas, quoi. Parce que en réalité, je fais pas ça pour être trendy, je fais ça pour aider des personnes. Et si j'arrive à aider une personne, c'est cool. Si j'en aide pas, bah, c'est pas grave. Mais je sais que en vrai, enfin, tu vois, je suis pas dans la. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas dans la vibe de quoi qu'il en coûte, faut que je fasse des réels, faut que je suive l'algorithme, etc. Mais ça, c'est peut-être aussi parce que, en fait, je suis détente au niveau du chiffre d'affaires, au niveau de l'argent, parce que, tu vois, je parle avec d'autres clientes. Je pense à Christine notamment. Elle écoutera et j'en Elle se profite pour reconnaîtra. voilà, elle Bonjour se Christine. reconnaîtra. Mais tu sais qu'ils sont vachement plus stressés, mais parce qu'en fait, leur vie en dépend aussi. Donc, il y a un moment donné, tu perds le fil et tu te dis, bon, ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu es à fond dans, OK, mais il faut que je fasse quoi en fait pour que ça marche? Et tu oublies que des fois, c'est pas une question de faire, c'est juste une question d'être.
Et quand tu es aligné avec ta personnalité et que tu es aligné avec tes choix, bah, en vrai, ça t'empêche pas d'avoir du succès, mais hein, le succès qui est à ton niveau et que tu es OK avec, quoi, tu vois? Ouais, et puis après, faut aussi enfin, en tout cas, nous, pour nos domaines, faut comprendre que la majorité des gens, ils s'en foutent enfin, ils s'en quand je dis: «S'en foutent de leurs finances», c'est pas qu'ils s'en foutent de leurs finances, mais ils sont pas forcément dans un état, d'esprit où ils se disent qu'il faut qu'ils se prennent en main, qu'il faut qu'ils changent, qu'il faut que et cetera. Donc, en plus, moi, comme je prends pas de pincettes dans mes posts, comment j'écris et cetera, c'est sûr que la personne qui est encore, fébrile, dans ses intentions, elle va se dire: «Ah non, je vais pas la suivre, elle est trop dure ou elle est trop, méchante» ou tu vois? Des trucs comme ça. Et d'ailleurs, moi, ce que j'aime bien, c'est aussi le process de des fois, je vois des personnes qui me font des commentaires un peu, mais pas méchants, tu vois? Mais qui me disent: «Oui, je suis pas d'accord avec toi et tout ça, nin nin» et puis après, au fur et à mesure, tu les vois qu'elles commencent à échanger avec les autres dans les commentaires et puis tu vois le petit changement de point de vue, en fait et ça, c'est tellement satisfaisant de dire: «Ah mais la fille, le premier je me souviens le premier commentaire qu'elle m'a fait, elle était assez acerbe en disant: «Ouais Maëva, tu prends pas en compte ci, ça» et puis en fin de compte, tu vois qu'elle a fait un travail sur elle-même au fur et à mesure, ça prend du temps aussi et voilà, faut pas chercher à plaire forcément, bah, tu vois, tout à l'heure, tu me demandais une citation, mais il y avait une citation de Oscar Wilde, je crois, qui disait, «Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui». Tu vois? Donc à la fin, des fois, vaut mieux avoir moins de gens qui nous suivent, mais des personnes vraiment qui prennent ce qu'on a à leur donner et qui se l'approprient et puis qui font des choses dans leur vie, plutôt que d'avoir, 1 million de followers et puis au final, tu vois que tu as certaines influenceuses, elles ont des millions de followers et puis quand elles veulent, lancer, un produit, leur propre produit ou quoi que ce soit et s'il y a 10 personnes même qui achètent leur truc, c'est, incroyable. C'est Faut vrai. pas confondre les petits likes vite fait parce que tu as vu une jolie photo et la personne vraiment qui prend le temps de lire ton contenu, de te poser des questions, ça n'a rien à voir. Ouais, ouais. Puis je pense qu'on oublie aussi que toutes ces plateformes-là, il y a quand même beaucoup de voyeurisme, hein. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui regardent ce que tu font. Alors, t'as de tout, hein. De toute manière, comme dans la vie, hein, tu as ceux qui viennent voir pour venir faire un peu les inspaves et regarder ce que toi tu fais en mode rageur. Et tu as ceux qui viennent juste regarder en se disant peut-être que ça va me plaire un jour, mais tu sais, je regarde un peu en Mmh passant, mh. quoi. Un Ouais, peu comme quand tu fais du lèche-vitrine. Et du coup, il y en a qui ont l'abonnement facile. Donc, tu vois, ils vont s'abonner facilement. Mais en fait, ils vont jamais liker, ils vont jamais venir, ils vont même oublier qu'ils sont abonnés à ton compte. Et du coup, c'est vrai qu'avoir 1 million de followers, c'est bien, mais ce qu'il faut mettre aussi en perspective, c'est est-ce que j'ai 1 million de... Tu vois, c'est ce que tu disais par rapport à la communauté. Est-ce que c'est vraiment 1 million de gens confirmés qui m'apprécient, me suivent, etc. Ou c'est plus des gens qui sont là pour faire du voyeurisme, en fait, peu importe quelle forme il prend. le ouais, ouais, puis moi, tu sais, au début, franchement, je te dis un truc, quand j'étais au tout début de mon compte, que je pouvais encore suivre les gens qui s'abonnaient au fur et à mesure. Dès que les gens, je voyais qui suivaient plus que 5 000 comptes, je les désabonnais automatiquement. Dès qu'ils Ah ouais? s'abonnaient, je les désabonnais direct. Ah ouais, mais pourquoi? C'est intéressant ça, pourquoi? Parce que tu peux pas suivre 5 000 comptes, c'est pas Mm. possible. Tu vois? Donc je Ouais, regardais c'est dans pas mes faux. je regardais dans mes followers. De temps en temps, j'y allais une fois par mois, je regardais combien de personnes est-ce qui suivaient. Si je voyais quelqu'un qui avait 5 000 comptes, mais que j'ai déjà vu, qui a liké ou qui a commenté et cetera, j'allais pas je retirais pas la personne. Mais si c'est une personne, j'ai jamais vu sa photo, rien du tout et que je vois qu'elle suit 5 000 comptes, je dis: «Mais attends, si elle suit, 1 milliard de stars, qui a je sais pas combien de followers ou Instagram fait que de leur pousser ça, elle verra jamais mes posts». Donc ça sert à rien, je la désabonne. Si elle se réabonne, c'est que Elle a vraiment envie. elle a vraiment envie, C'est un peu tu comme vois? dans Fight Club. Tu sais, t'es devant la porte, et ben elle te dit non. Non, non, Qu'est-ce que tu prouves que tu as envie d'être là? si je voyais pas c'était au tout début, hein, c'était il y a longtemps. Maintenant, j'ai trop d'abonnés pour faire ça, mais au tout début, ouais, je repassais dans la liste des abonnés et tout et je regardais tous ceux qui suivaient plus que 5 000 personnes. Allez, désabonner, désabonner, désabonner. En plus, moi, j'ai une bonne mémoire. Donc je me rappelle tout de suite les gens qui ont commenté, qui m'ont parlé en DM et cetera, tu vois? Mmh. Super intéressant. Maëva, j'en profite du coup pour parler d'une question un peu plus privée. Tu nous diras si tu as envie de répondre ou pas. Mmh. Sur l'argent. Je discute pas mal avec des copines ou même des clientes qui sont devenues des copines, qui sont très confortables, soit elles sont salariées et elles font vraiment des gros, gros salaires, soit elles sont entrepreneurs et c'est vraiment des entrepreneurs qui ont un beau succès financier, dont une que j'aime beaucoup mais que je vais pas citer, avec qui j'échangeais et qui me disait bah, que elle est célibataire et du coup, quand elle date, elle évite de dire que, elle est entrepreneur, elle évite de parler de son succès, elle évite en fait parce que quelque part, elle a pas envie d'intimider et elle a peur aussi d'attirer les hommes michtos
Et du coup, je te vois rigoler, ça me fait trop rire aussi. Et du coup, je voulais commencer par te dire, est-ce qu'on est d'accord que sur cette terre, il y a plus d'hommes michto que de femmes michto? Parce que moi, en vrai, les femmes michto, j'ai jamais rencontré, hein. J'en ai dû voir une ou deux. Mais alors, des hommes michto, qu'est-ce que j'en ai rencontré, mon Dieu? Il y en a plein. Mais vraiment plein. Ça, c'est la première chose. Et de toi qui es célibataire, alors, enfin, célibataire, je sais pas en vrai, J'aime hein. bien dire légalement célibataire. Ah bah, bon. J'ai Mais mon copain, mais on vit pas ensemble, on n'est pas paxé, rien du tout. Donc, tu vois, donc c'est vrai, légalement célibataire, mais en voilà. vrai, tu n'étais pas célibataire. Mais du coup, juste avoir ton approche, parce que j'imagine qu'avant de rencontrer ton copain, bah, tu as dû être célibataire à un moment donné. Et comment ça s'est profilé? Parce que, encore une fois, toi, tu as toujours eu plutôt une carrière dans le salariat et tu as toujours été plutôt convenablement rémunéré, en tout cas confortablement. Donc, en fait, tu découvres pas le fait d'être confortable financièrement depuis 3 ans. Tu l'as découvert depuis bien plus longtemps. Donc, à ce moment-là, quand tu étais célibataire et que tu datais, comment ça se passait? Est-ce que toi aussi, tu confirmes qu'il y a plus d'hommes michto que de femmes michto, par exemple? Alors, non, je ne peux pas confirmer cette affirmation. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que moi, en fait, quand j'ai commencé à travailler, j'étais déjà avec le père de mon fils, parce que j'ai rencontré le père de mon fils quand j'étais étudiante. Donc, le fait de gagner plus d'argent que mon compagnon, ça a été un problème, clairement. Un non-dit, ça n'a jamais été exposé de cette façon-là. Mais quand tu vis avec quelqu'un qui te demande jamais qu'est-ce que tu fais au taf, je sais même pas s'il savait c'était quoi mon métier, tu vois. Pour Ouais, te c'est un dire, peu chaud. tu Mm, vois, mm. le sujet toujours Ouais, c'était le éludé. sujet tabou, en fait. Ouais, voilà, tu vois? Donc, on n'en parlait jamais, et puis, c'était un problème, en fait. C'était un problème qui était pas dit. Donc déjà, j'ai vu ce côté-là, déjà, et du coup, ce côté-là, comme on dit: «Chat échaudé craint l'eau froide». Je me suis dit: «OK, moi, me remettre en couple avec quelqu'un qui gagne beaucoup moins que moi», parce que je gagnais, le double de ce qu'il gagnait et il était pas au SMIC, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était un gros gap de salaire. Je me suis dit: «Non, j'ai plus envie de vivre ça», tu vois? De devoir dorloter l'ego d'un homme, qui, se sent mal parce que je gagne plus que lui, et c'est pas pour lui jeter la pierre, hein, parce que je pense que pour les hommes, le patriarcat, ça a pas que des inconvénients pour les femmes, hein. Ça a aussi des inconvénients pour les hommes parce qu'en gros, les hommes, on leur dit: «Bah, en fait, en gros, si c'est pas toi qui ramène l'argent à la maison, tu sers à rien puisque tout le reste, c'est la femme qui est censée s'en occuper», tu vois? Donc du coup, même pour un homme, tu vois, d'assumer d'avoir sa femme qui gagne, le double de son salaire et cetera, j'imagine, si j'étais un homme, pour moi, ce serait pas facile, tu vois? Je me dirais, «Est-ce que je suis vraiment un homme?» Tu vois? Je remettrais un peu en cause, C'est sur chaud quand même, tu vois, parce en vrai, ça veut tellement rien dire. non, C'est mais c'est vrai que ça veut tellement, rien dire, mais à la fin, parce que tu es dans une société, tu peux même pas dire que ta force, elle te sert à quelque chose, puisque on va pas se battre avec les ours quand on sort de la maison, tu vois ce que je veux dire? Une fois, j'avais entendu un mec c'est pas un podcast, mais bref, c'était un live et le gars, il disait: «Oui, le jour où il y a un cambriolage, c'est normal que je défende ma femme», et c'était un truc en replay, donc je pouvais pas répondre, mais je voulais lui dire: «Mais quelle est la probabilité dans ta vie que tu sois face à face avec un cambrioleur?» ouais, et puis quelle est la, Il y a la probabilité qu'à ce moment-là, tu sois pas en mode cours, mais enfin, ouais, non, mais sauf qu'il peut fuir, parce qu'en fait, en vrai, si le mec, il te fait vraiment peur, en fait, tu es en mode pilote automatique, quoi. mais oui, non, mais tu vois? Mais en Tu fait, je veux dire, intellectualises pas le truc. quand bien même il serait empris de bravoure à ce moment-là, ça va lui arriver combien de fois dans sa vie? Tu vois ce que je veux dire? Alors Ouais. que la femme s'occuper des enfants, c'est tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur Ça 24. t'arrive de lui arriver à minima une fois dans sa vie, quand elle le choisit. Des Voilà, fois deux, des fois trois, etc., tu vois. exactement. Donc du coup, je me dis: «C'est vrai que les hommes, pour prouver leur virilité, quelque part, ils ont pas beaucoup d'instances à part, bah, le côté, justement financier». Mais pour du coup arriver à ta question, la vérité, c'est que la plupart des gens n'ont pas d'argent, en général, au global. Donc il y a très peu d'hommes qui peuvent se targuer de dire: «Oui, moi je paye tout dans la maison, ma femme elle a pas besoin de travailler» et cetera. C'est faux. Et par rapport aux mecs michtos, malheureusement, j'ai de plus en plus de cas, mais je pense que c'est plus tu vieillis et plus tu le vois, parce que, bah, les femmes, elles font quand même carrière, parce qu'aujourd'hui, au final, quand tu es dans un métier, on va dire, où il y a des hommes et des femmes, puisqu'on sait que les métiers qui sont vraiment purement féminins sont plutôt mal payés. Mais quand tu es dans un métier comme nous, cadre et cetera,
bah, au final, tu gagnes autant que les mecs et puis moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des situations où, finalement, bah, les hommes, ils se disent: «Bah, attends, la meuf, elle gagne bien sa vie, elle mène sa barque, qu'est-ce que je vais me casser la tête?» Et j'en vois vraiment une quantité, pour moi, vraiment extraordinaire, quoi. Genre en mode passager clandestin, on est d'accord? Ah mais complètement, complètement. Des personnes qui sont à la maison, tu tous les alors moi je les appelle les visionnaires. Tu sais les pseudo-entrepreneurs, qui vont devenir, qui sont les prochains Elon Musk, mais quand tu leur demandes, ils en sont où dans leur projet? Ils ont même pas un business plan, ils ont rien. Tu vois, ils ont que des idées, il y a pas d'action. Et du blabla. Ouais, que du blabla et puis il y a beaucoup de femmes aussi, c'est un peu enfin les torts sont surpartagés bien sûr, mais tu sais, d'être dans le côté maternant, toujours à vouloir aider les autres à réaliser leurs rêves, à se plier en 15 et cetera et puis donc tu tolères que la personne, elle soit là, sans rien faire. D'ailleurs, j'ai vu sur internet, ils appellent ça les hommes princesses apparemment maintenant. Ah ouais? Ah bah comme quoi, tu vois, c'est tellement devenu. Bah écoute, c'est vraiment devenu un trend. Écoute, moi, sincèrement, j'ai été confrontée à j'ai jamais eu dans ma vie un homme princesse, parce qu'en fait, en vrai, il pourrait pas rester avec moi, parce que je pourrais pas, serait pas heureux avec moi, le pauvre. Tu vois, je pense qu'il resterait même pas 24 heures. Mais c'est vrai que comme je datais, et je datais, ça m'est arrivé souvent de rencontrer des hommes michto, quoi. Et genre, dès que, au départ, bon, bah voilà, la conversation, elle est ce qu'elle est, mais dès que tu leur dis ce que tu fais, tu sens qu'ils projettent un peu. C'est comme Ah ouais, genre: si, ouais, mais tu vois, moi c'est comme, je date pas beaucoup parce que je reste pas souvent enfin longtemps célibataire en fait, tu vois? bah, moi, je te dis ça, ça fait longtemps, hein. Maintenant, ça fait 8 ans que je suis plus célibataire, donc ça fait un moment maintenant. Ouais. Mais à l'époque où j'étais célibataire, et j'ai été célibataire longtemps, moi, quand même, tu vois, parce que j'ai rencontré mon mari dans ma trentaine, ouais, dans mon début de trentaine, et toute ma vingtaine, j'étais célibataire, etc. Et tu sais, le début de trentaine où que tu commences à te mettre bien, où tu as un petit peu d'expérience, où voilà, tu fais des voyages, tu fais des trucs. Donc, franchement, quand je datais, je voyais, surtout avec les applis, je voyais qu'il y avait quand même pas mal de profiteurs, quoi. Et à chaque fois, je me disais, mais c'est ouf. Est-ce que tu vas. En fait, tu vois, pendant longtemps, je me suis posé cette question. Je me suis dit, est-ce que quand tu es une femme puissante financièrement, le prix à payer, c'est de te coltiner et de supporter. Si tu as envie d'être en couple, est-ce que ça veut dire que tu es obligé de te coltiner un loser, en fait? Et Non, non, faut pas se dire ça, mais faut se rendre à l'évidence, qu'on soit un homme ou une femme, trouver quelqu'un qui gagne bien sa vie, c'est pas, enfin, si toi, tu es dans les 10 ou dans les 5 il faut te dire que la personne si tu veux une personne qui financièrement gagne, plus ou moins comme toi, et ben, c'est aussi que 10 ou que 5 ou que 1 pour les gens qui sont dans le 1 tu vois? Et donc du coup, ça veut dire qu'il y a 9 mecs sur 10 qui gagnent moins que toi. Après, ça veut pas dire qu'ils sont tous mal intentionnés. Je pense qu'il y a des hommes qui gagnent pas des milliers et des cents, mais qui trouvent d'autres moyens d'être hommes, tu vois, dans leur couple, autrement que par leur salaire, parce qu'ils sont fiables, parce que tu peux compter sur eux pour différentes choses, etc. Et que c'est pas que l'argent, 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 l'argent. Mais forcément, dans la société d'aujourd'hui, l'argent facile, il est tellement mis en avant, et que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et donc, du coup, bah, il y a les comportements qui vont avec, hein. C'est sûr que si tu te dis: «Ah bah, je vais trouver une femme qui va pas me pomper mon argent et cetera», bah, le mec, forcément, il va se dire: «C'est le bon plan, hein». ben, après, tu vois, moi, là, ça fait un moment, je vois avec les hommes, les maris de mes copines ou leurs copains, même mon mari à moi. Ouais, je sais que sans être dans les 5% des gens qui gagnent le plus, comme tu le dis si bien, tu peux être un homme qui est homme et l'être très bien même, tu vois? Ça, sans prendre en compte cet aspect financier-là. Mais ce qui m'a frappé, plus je vieillis et plus ce qui me frappe, en fait, c'est que je me dis: «Purée, on grandit». Nous, les femmes, alors je sais pas si tu auras la même lecture que moi, mais tu sais, on est grandit quand même en nous disant: «Faut que je prouve que je suis pas une michto». Donc en vrai, tu là, tu veux payer le moitié-moitié. Quand tu te mets en Grosse ménage, tu erreur. dis voilà, grosse erreur. Quand tu te mets en ménage, tu dis: «On fait moitié-moitié» et cetera. En fait, tu es constamment tu as la charge de la preuve. Tu as la charge de prouver que tu es pas une michto. Alors que les mecs, eux, ont pas du tout ça à prouver et même pire, qu'ils aient de l'argent, qu'ils aient pas d'argent, tu peux être un michto, de haut vol et un michto de bas étage, hein. Mais en tout cas, ce que j'observe, c'est que les femmes, elles ont tellement en même temps la pression d'être avec un mec que des fois, elles sont là, vas-y, viens et c'est tout. Juste que je puisse faire un mariage et prouver Ouais, à mes que je copines fasse mon que, gosse. La nana voilà. typiquement qui approche de sa quarantaine, qui a pas d'enfant et qui se dit: «Bon, ben, il est gentil, bon, il est pas trop fiable financièrement, mais c'est pas grave, au moins je suis en couple, j'ai mon enfant, même si j'en ai qu'un seul, c'est pas grave». C'est sûr que les femmes, elles ont cette pression-là aussi de tellement avoir, quand je dis besoin, c'est pas qu'elles en ont besoin,
Mais de se mettre en couple, sinon on va leur dire qu'en gros, elles ont raté leur vie, qu'à la fin, tu prends ce que tu as, hein. Tu prends ce Bah, qu'il y c'est a ça, et tu puis voilà. vois. Et je les vois et c'est dommage, tu vois, parce qu'en fait, il y a plein d'autres trucs, mais du coup, elles se contentent de peu et du pire, en fait, même, j'ai envie de dire. En fait, le problème, c'est que c'est problème de confiance en soi. La On confiance en revient soi, toujours au même truc, ouais. ça fait tellement de dégâts dans la vie. Une personne, tu sais, quand tu as le syndrome de l'imposteur, que tu te dis qu'au final, oui, tu as ce poste de cadre dans cette grande entreprise, tu es chef de projet, tu es manager, je sais pas quoi, mais qu'en fait, au fond de toi, il y a une petite voix qui te dit: «Non, mais tu es là par erreur et un jour, quelqu'un va bien finir par le découvrir», et que tu rencontres un mec qui est pas si bien que ça, mais que tu as toujours cette petite voix qui se dit: «Ouais, mais toi non plus, tu pas si bien que ça, donc au final, satisfais-toi de ce que tu as parce que de toute façon, tu vaux pas mieux». Enfin, ces petits discours, vraiment nuls qu'on peut avoir, dans sa tête et qui font qu'on prend les mauvaises décisions. Et puis il y a aussi les conseils, des fois aussi des générations d'avant qui laissent à désirer, genre, «Oui, mais il fait pas ci, il fait pas ça, mais c'est un homme, c'est normal, c'est pas grave, faut que tu portes ta croix, faut manger son pain noir». Bref, toutes ces expressions-là qui servent à rien, tu vois? Et qui À font la con, on peut que le dire, hein. tu comment? J'ai dit à la con, on peut le dire. Ouais, complètement, complètement. Genre à Et 20 qui ans, font moi, on me disait tout le temps ça, je me souviens, dans ma vingtaine, j'avais une tante, elle me saoulait, une tante tunisienne qui arrêtait pas de me dire tout le temps, fais attention, à 20 ans, tu prends qui tu veux, à 30 ans, tu prends qui tu peux, à 40 ans, tu prends qui te veut. Et en fait, ça avait pour effet, tu vois, de me foutre la pression en me disant, mais en vrai, tu sais, je cours après le temps. En fait, non, plus j'ai vieilli et plus j'ai pris mon temps pour choisir quelqu'un de bien, et moi, j'ai fait d'erreurs en vrai. Mais moi, je te dis, je vois dans mon cercle d'amis, on est beaucoup à s'être mis en couple dans la vingtaine, d'avoir eu des enfants un peu avant 30 ans et puis tu vois qu'en fait, les couples, ils ont pas tenu la route parce qu'en fait, quand tu as 20 ans, tu es encore teubé et tu grandis, tu mûris, tu vois la vie autrement et puis tu te rends compte que la personne avec qui tu es, ben, finalement, elle a pas grandi, elle a pas mûri dans le même, chemin que toi et du coup, chacun, bah, après repart, part de son côté. C'est dommage. Enfin, je sais pas si c'est dommage, mais en tout cas, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Et puis voilà, mais c'est clair qu'en règle générale, les gens qui se mettent en couple plus tardivement, comme la personnalité, elle est déjà plus affirmée, les objectifs, la vision de la vie, c'est beaucoup plus, clair, ben, finalement, il y a moins d'incompatibilité. Mais à 20 ans, t'es trop bête. Mais quand je dis ça, je me je me compte dedans, hein. Ouais, je pense que c'est une question d'immaturité aussi. C'est normal, tu vois, il faut du temps pour être mature. Enfin, c'est rare d'avoir quelqu'un de 20 ans qui a la maturité de quelqu'un de 40 ans. C'est juste parce qu'en fait, il n'a pas le même niveau, nombre d'années d'expérience, c'est tout. Bah oui, c'est tout. Et des fois, bah, tu apprends aussi en ayant des bonnes et des mauvaises expériences. Donc l'expérience, elle a beaucoup à voir là-dedans. Mmh. Maëva, je pense que au fil de cette discussion, mes auditrices et mes auditeurs comme moi ont dû percevoir cette confiance en toi que tu as. Ta confiance en toi. Je te vois me regarder, parce qu'en fait, on est en visio, elle me regarde, genre, en fait, vas-y, la question, tu vas me sortir encore. Vas-y, c'est quoi la question à la con que tu vas me sortir là? Bon, vous voyez, on est détente dans cet épisode, hein, on se fait pas de fausses politesses. Non, plus sérieusement, et j'étais sérieuse en plus. C'est vrai que tu vois, la manière de t'exprimer, de partager ton propos, de tes positions, etc., on sent quand même que tu as confiance en toi. Et tu vas pas me dire, non, Insa, j'ai pas confiance en moi, c'est pas vrai. Et même quand on le voit, le fait d'avoir ton job, de ne pas avoir attendu qu'on te donne la permission pour pouvoir lancer mon budget bento, le fait d'être suffisamment solide pour suivre ta propre voie plutôt que suivre le peloton, tu vois. Il faut, que tu le saches ou pas, mais il faut un certain niveau de confiance en soi. Donc, je pars du postulat que tu as confiance en toi et que tu sais que tu as confiance en toi. Donc maintenant, en partant de ce postulat, est-ce que tu pourrais nous partager 3 conseils aux auditrices et aux auditeurs qui se disent, purée, Maëva, elle a confiance en elle, elle est cool, j'aimerais bien avoir confiance en moi comme Maëva. Tu leur partagerais quoi comme conseil? Alors j'en ai 2 qui me viennent en tête, le troisième, faudra que je réfléchisse un peu. Le premier, c'est de pas se préoccuper du regard des autres. C'est franchement Ouais, mais ça, une Maëva, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. En vrai, c'est hyper compliqué. non, parce que en fait alors moi je l'ai appris de la façon dure. Je vais vous dire comment je l'ai appris. Moi je l'ai appris avec mon père. Parce qu'en fait mon père, c'était un éternel, insatisfait et une fois, je crois, j'étais au lycée, je crois et je lui ramène un contrôle de maths où j'avais eu, 19, tu vois? Il me dit quoi? Il me dit, «Bah, pourquoi tu as pas eu 20?» Genre il manque un point, tu vois? Pour avoir 20 donc
Pour lui, c'était pas un truc de ouf de me dire ça que j'avais pas eu 20. Et en fait, ce jour-là, je me vois encore, hein, dans le salon et tout, chez moi et dans ma tête, je me suis dit: «OK, c'est la dernière fois que je te montre un contrôle». Parce qu'en vrai, quand tu montres un contrôle, c'est pour qu'on te dise: «Ah, c'est bien», tu vois? C'est pas pour qu'on te dise. Ah ouais, tu voulais qu'il te félicite, qu'il dise ta Ouais, voilà ouais, et en fait, je me suis tu rendu voulais compte, sa en fait validation. voilà et en fait, je me suis dit: «Mais cette personne-là, qui est mon père, donc une des personnes, les plus importantes de ma vie», tu vois? Je lui ai ramené un 19 et c'était pas assez. Ça veut dire, même si tu es à la quasiment à la perfection, il y aura toujours quelqu'un pour te dire que c'est pas assez et donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, je sais pas, c'était la Maëva qui avait 15 ans, 16 ans, je sais pas, un truc comme ça ou peut-être j'étais à la fin du collège, je sais plus, mais qui a pris sa feuille, qui a ravalé sa sa fierté et qui s'est dit: «OK, maintenant, je vais pas demander à l'extérieur pour savoir est-ce que j'ai bien travaillé ou pas. C'est moi, je sais est-ce que j'ai bien travaillé ou pas» et donc ça, c'était le premier truc et c'est dans ce sens-là, je dis: «Faut pas se préoccuper du regard des autres» parce que les gens, en fait, souvent, quand ils font des retours, c'est par rapport à eux, c'est par rapport à leur expérience. Quelqu'un qui va dire: «Ah, ta robe, elle est trop voyante» ou «Tu es habillée trop sexy» ou «Tu parles trop fort». La plupart des gens, c'est parce qu'eux-mêmes, ils arrivent pas à le faire et en fait, comme ils arrivent pas à le faire, ils te reprochent d'arriver à le faire, tu vois? Au lieu de te dire, D'accord, ouais. «Tu es audacieuse, c'est bien, tu es créative, tu es machin», les gens vont toujours t'expliquer pourquoi c'est pas bien, pourquoi c'est machin. Donc à partir de là, déjà, je commence en fait, je cherche pas à ce que les gens m'aiment, tu vois? Par contre, bien sûr, comme tout le monde, j'ai envie qu'on m'apprécie et cetera donc mais je suis gentille de base. Je le fais pas pour que les gens m'apprécient. Mais en même temps, s'ils m'apprécient pas, je rentre pas le soir chez moi en me disant, «Mon collègue il m'aime pas, Non, en fait, tant pis. En fait, il y a des gens qui m'aiment bien, même s'il y a une seule personne qui m'aime bien, c'est déjà ça. Tu vois? Il y a pas besoin de chercher, il y a pas besoin de chercher plus loin. Donc la première chose, ouais, c'est de ne pas, en fait, attendre la validation de l'extérieur. Tu vois? Si je dois le mettre autrement, peut-être au-delà de se dire peut-être que tu t'en fous pas, mais en fait, même si ça te blesse un peu leur retour, de mettre ça sur le côté en sachant que toi, tu as fait de ton mieux et voilà et sache que même si tu avais été parfaite, il y aurait encore eu quelqu'un pour te critiquer. Tu vois? Genre, bah, tu vois, là, c'était les Miss France, c'était quand enfin, je sais plus, ce week-end là. Week-end, ouais. Voilà, la fille, elle est déclarée comme étant, heu, la plus belle femme, de France, tu vois? C'est Miss France et il y a des personnes qui sont moches comme des poux, qui sont sur les réseaux en train d'expliquer que oui, la fille, elle est comme ci, elle est trop moche, elle est trop ci, elle est trop ça. Donc voilà, surtout à l'ère des réseaux sociaux, vraiment pour votre, santé mentale, ne essayez de faire fi des ressentis, des autres. Tant que vous savez que vous faites pas du mal aux autres. Bah, tu Le vois, moi, enfin, ça évidemment, ça me parle, hein, Maëva, évidemment, évidemment, évidemment. Après, c'est vrai que des fois, je me dis que peut-être que pour nous, je me mets dans le panier avec toi, peut-être que c'est inné parce qu'on est la somme de nos expériences, de nos histoires, etc. Donc peut-être que effectivement c'est inné. Mais c'est vrai, je le vois, ne serait-ce qu'avec des petites cousines ou des nièces ou même des clientes, des fois qui sont pas si petites que ça. Et en fait, une fois, il y en a une qui m'a fait cette réflexion-là qui est vraie, qui m'a dit, mais moi, je lui conseillais de pas, de s'auto-valider elle-même, en fait, au lieu d'attendre que les autres la valident. Et en vrai, elle m'a dit, mais Insaf, on vit dans une époque où tout le monde, enfin, tu attends la validation de tout le monde. Tu attends la validation des gens quand ils te suivent, tu attends la validation des gens pour te dire que tu es bien ou tu pas bien. Et en fait, en vrai, on est dans une société où la validation des gens font que tu es un succès ou pas. Et la plupart du temps, les gens veulent être un succès, soit dans leur famille, soit dans leur quartier, soit sur Insta, soit d'une manière un peu plus globale, etc., etc. Et en fait, c'est vrai que quelque part, même si on s'en fiche, il y a un moment donné, on a besoin d'une certaine validation. Mais Du coup, il faut une «validation de qualité» entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Moi, je pourrais très bien dire, bah, franchement, depuis le temps que je suis sur les réseaux sociaux, comment ça se fait que j'ai pas 100 000 followers, tu vois? Parce que ce que je fais, c'est de la qualité quand même. Mais non, non, mais j'entends, hein, tu vois, moi, c'est pareil. Je pourrais dire, mais attends, j'ai même pas 10K de followers, alors que ça fait 10 ans que je fais ce que je fais et que tout le monde est d'accord pour dire que je suis la référence sur le sujet, tu vois.
Je devrais Voilà, avoir un million de followers normalement. faut chercher Mais en la vrai, on s'en fout, validation, ça. Mmh. faut chercher la validation au bon endroit et c'est aussi peut-être pour ça qu'il faut soigner son entourage. Faut vraiment soigner son entourage pour avoir confiance en soi parce que si tu es dans un entourage, bah, ça sera mon troisième conseil, je le mets en deuxième parce que l'autre je l'ai encore en tête. Attends, j'espère que je vais pas l'oublier entre-temps, mais ton entourage, c'est ça aussi qui permet de dans ton entourage, tu dois avoir, un peu des cheerleaders, tu vois? Tu dois avoir des personnes qui te hype, quand tu fais des trucs, qui disent: «Ouais, vas-y, fais-le, ça va être génial et tout ça, nin nin». Mais aussi des personnes qui ont un esprit critique. Ça veut dire, tu sais, je sais pas si tu te souviens à l'époque, il y avait une émission là, je sais pas comment ça s'appelle, mais tu sais, tu voyais, la nouvelle je crois que ça s'appelait La Nouvelle Star, un truc comme ça. Et il y avait des gens qui passaient des auditions, mais ils savaient pas chanter. Mais vraiment, c'était compliqué. C'est Bon, dur. bah, ces gens-là, ils ont pas un bon entourage parce que normalement, ils devraient avoir dans leur entourage quelqu'un qui leur dit: «Écoute, tu as un talent pour quelque chose. Peut-être c'est On fait pas ça. pour jouer de l'instrument, tu vois? Mais pas pour chanter», Mmh mh. tu vois? Et c'est avoir des gens comme ça autour de nous qui soient honnêtes parce qu'il y a aussi des personnes qui, n'acceptent pas la critique. Tu vois? Que dès que tu leur dis un truc: «Ah ça y est, c'est l'huître qui se referme. Ah tu me Mmh. critiques, ah tu machin». Oui, mais après si jamais tu as un bon entourage, ce seront des personnes qui vont te faire des critiques, mais constructives. Qui vont dire: «Écoute, peut-être que, tu as envie d'être, je sais pas moi, actrice, mais en fait ton talent c'est pas d'être actrice, c'est plus d'être, derrière, la caméra, peut-être réalisatrice ou un truc comme ça», tu vois? Je dis un exemple à la noix, mais bon, c'est juste pour dire que il faut accepter quand les personnes nous font des retours et nous expliquent que, ben, on n'est peut-être pas forcément doué dans telle ou telle chose. Et après, ben, si c'est ta passion, tu le fais pour ton plaisir à toi et dans ce cas-là, ne va pas chercher, la validation des autres. Moi, par exemple, j'aime bien peindre, par exemple, c'est moi qui ai fait ça. Je suis pas une grande artiste, tu vois ce que je veux dire? Donc si quelqu'un me dit que mon tableau est moche, je m'en fous puisque je le fais pour mon plaisir. Mais mon talent, il est pas là-dedans, tu vois? Mmh mh. Donc Du ouais, coup, ton l'entourage de troisième qualité, ça conseil? joue. Comment? Du coup, alors tu nous as donné 2 conseils. Donc le premier. Le premier c'était de ne pas chercher la validation extérieure. Le deuxième c'est d'avoir un entourage de qualité qui peut nous motiver, qui peut machin et donc le troisième c'est de faire. Parce qu'en fait, moi, je pense que la confiance, c'est un muscle. C'est tu vois, la première fois que tu fais un truc, moi, je prends toujours l'exemple de l'immobilier. La première fois que je suis allée demander un crédit, la première fois que j'ai signé chez le notaire, j'avais peur de faire des erreurs. Je me suis dit: «Ah mais est-ce que je fais quelque est-ce que c'est bien ce que je fais?» et cetera. Et puis le deuxième achat, bah, tu connais un peu le process, tu connais les ficelles un petit peu. Puis quand tu vas chez le et puis au bout du cinquième achat, quand tu vas chez le notaire, tu signes et tu dis merci et tu t'en vas, tu vois? Et en fait, c'est à Exactement, ouais. force de faire que en fait, moins on va faire, moins on aura confiance en soi parce que on n'a pas l'expérience. Tout à l'heure, on a parlé d'expérience. Il y a des choses, ben, la 1re fois que tu parles en public, tu vas avoir peur, c'est normal. La deuxième fois, tu auras un petit peu moins peur, la troisième fois, tu auras un petit peu moins peur et puis moi, bah, j'ai fait tellement de présentations, au travail que, maintenant, voilà, si je dois faire une présentation, pour moi, c'est comme si je prends le métro, tu vois? Ça n'a rien d'exceptionnel. Et après, il faut être conscient aussi qu'il y a des personnes qui ont été «privilégiées» entre guillemets dans leur enfance. Parce que moi, par exemple, j'ai fait énormément de danse quand j'étais petite. Donc je faisais des spectacles dans des mariages et cetera quand j'étais petite. Donc être en public, être devant les gens et cetera, c'est quelque chose que j'ai eu l'habitude de faire quand j'étais petite et quand on est petit, c'est vrai qu'on en fait, on n'est pas conscient, donc on fait des trucs de teubés, tu vois? Mais c'est pas grave, on les fait parce qu'on s'amuse. Donc si jamais on sait qu'on a ce handicap de jamais avoir été en public, devant les autres, d'avoir du retour. Parce que je peux te dire la danse, c'est une école aussi, hein, parce que quand ta prof elle dit: «Ah c'était nul» et tu recommences, je veux dire que tu pleures et puis tu recommences en pleurant, hein. Mais tu recommences. Donc oui, comme tu as dit, on est la somme de nos expériences et c'est vrai que, bah, plus tu as des expériences, pas envie de dire dures parce qu'il y a pas qu'à travers des expériences difficiles qu'on apprend, mais c'est à force de faire. Donc voilà, mes 3 conseils, ce serait ça. Eh ben, c'est de très, très bons conseils, Maëva. Très, très bons conseils. Hem, Ouf, c'est bon. c'est bon. Blague à part, parce que du coup, on est en visio et on n'arrête pas de blaguer avec Maëva. Blague à part, non, c'est vrai, je trouve ça de très, très bons conseils. J'aime bien interroger les gens sur ce sujet-là, parce qu'à chaque fois, les réponses sont différentes. Mais en même temps, même si elles sont différentes, il y a toujours le même dénominateur commun. Et en fait, plus je creuse cette question d'argent, mais toutes les questions en vrai, que ce soit l'argent, que ce soit l'amour, que ce soit le respect, peu importe cette question-là qui est un peu, qui semble, où tout le monde est à la recherche de l'ingrédient secret, tu vois? En fait, je me rends compte que l'ingrédient secret, c'est la confiance en soi.
Et la confiance en soi, en fait, c'est juste tu fais un truc. À partir du moment où tu dis ma parole vaut de l'or, quand je me dis que tu vois, si je suis pas sécure sur mon corps, si je me dis ben je suis pas sécure parce que X et Y, aujourd'hui j'ai décidé d'aller faire du sport parce que j'ai identifié ça comme le chemin le plus rapide vers m'emmener vers la silhouette que je veux avoir. Et ben, si en même temps, à chaque fois que tu mets ton réveil, tu snoozes et tu zappes, et après tu vas rager sur les filles qui ont un corps sympa, enfin, ça va pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mm, mm, mm. Donc, ça commence par faire un truc. Et plus tu fais, plus, en fait, quand tu dis que tu vas faire un truc, ton cerveau, il imprime ça comme ta parole est d'or, donc période. On a dit qu'on faisait, on fait. Il y a même pas de quoi penser. Et ensuite, bah, ça devient, en fait, ça fait partie de ton référentiel. Donc, Ouais, puis même si tu sors du côté psychologique, je vais prendre un exemple, mais ultra basique que tout le monde va comprendre. Quand tu conduis, première fois que tu prends la voiture toute seule, sans le moniteur, etc., t'as peur dès qu'il y a quelqu'un qui passe à côté de toi, limite, t'es prête à partir à faire une embardée à gauche ou à droite. Et puis, au bout de la 15e fois ou de la 30e fois ou de la 100e fois que tu prends ton véhicule, tu réfléchis même plus à passer les vitesses, tu sais comment prendre les virages, etc. Donc là, c'est un truc, ça n'a rien de c'est toujours le cerveau, mais ça n'a rien d'émotionnel et on ouais. voit que la confiance, en fait, au volant, elle vient en conduisant et c'est sûr que si tu prends une personne qui conduit une fois par an, pour faire, un micro trajet et ben, oui, elle aura peur, mais quand tu as pris le rond-point de l'Arc de Triomphe pour la 30e fois, tu fais comme tout le monde, hein, tu bombardes, hein. Exactement, ouais. Et tu deviens encore plus taré que les autres, des fois. Oui, Tu tout t'arrêtes, à tu te fait. regardes, tu as une espèce tu sors de ton corps et tu te vois et tu dis, oh my God, ça, Ah ça non, mais à commence chaque fois, par tu ça risques pour ta lui. vie, hein, mais comme on est tous en train de risquer nos vies entre fous, Et finalement, ouais, pour les personnes qui sont pas à Paris, c'est une expérience, n'hésitez pas à ouais, c'est ne l'expérience. ralentissez jamais sur, le rond-point de de l'Arc de Triomphe. Super, bah écoute, Maëva, ce fut un épisode hyper riche. Merci pour ton authenticité, pour ta sincérité, aussi dans tes partages et dans les conseils que tu nous as donnés. Peut-être un dernier conseil, mais ça, c'est vraiment la petite douceur pour INSAF. Si vraiment, je devais te dire, Maëva, tu fais 15 ans, tu fais un fast rewind, 15 ans en arrière, et tu devais regarder la petite Maëva qui a 15 ans et la regarder dans les yeux et lui donner un seul conseil, ça serait lequel? Alors déjà, il y a 15 ans, je venais juste d'accoucher de mon fils. Il a il a 16 ans. Mais je regarde la petite Maëva de 15 ans ou d'il y a 15 ans? Non, d'il y a 15 ans, tiens, tu venais d'accoucher de ton fils. Ouais, mon fils, il avait 1 an. Je venais de reprendre, l'école avec un bébé en bas âge. Qu'est-ce que je lui dirais? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire si tu la revoyais là? Franchement, j'aurais envie de rien alors on m'a déjà posé cette question et j'avais déjà répondu ça et je vais répondre la même chose. En fait, je me dirais rien parce que, bah, à partir du moment où tu me dis quelque chose en plus, ça veut dire que je vais changer quelque chose dans ce que je vais faire. Donc je pense que je serais comme une petite souris en train de la regarder et tout. Dans ma tête, je me dirais: «Ah là là, ma pauvre, t'es en vrac, t'es en vrac ma fille, mais ça va bien se passer». Mais je le dirai pas parce que tu sais, si jamais on te dit que ça va bien se passer, tu tu moins t'as moins la niaque, t'as moins la tu vois Mmh. ce que je veux dire? Donc non, je me dirai rien, juste, je regarderai comme ça, je dirai: «Ah Miskina, fais pitié». Bah, pour quelqu'un qui fait pitié, elle s'en est bien sortie quand même, hein? Bah oui, non mais c'est aussi pour dire à tout le monde, il y a des moments dans la vie, on n'est pas, surtout quand tu viens d'avoir un enfant à 22 ans, tu viens de reprendre l'école. Là, justement, à cette période-là, tu sais ce qui m'arrivait? La nounou qui gardait mon fils depuis la rentrée, elle m'a Mmh. dit: «Au mois de janvier, j'arrête parce que je suis enceinte». Elle m'avait caché que j'étais enceinte et moi, j'étais en train de me dire donc là, tu es en train de me dire: «Tu veux excuse-moi, tu mettras un bip, mais j'ai dit: "Tu vas me niquer ma vie, c'est ça?"» Je crois que Ouais, c'est tu au te sens mois un peu dans la merde, ouais. je crois Mmh que c'est au mois de janvier que je vais trouver, une autre nounou, machin et cetera. J'ai cru que j'allais devoir abandonner l'école, j'avais pas de solution pour garder mon fils et tout. C'est son père qui a trouvé in extremis pardon, une dame, voilà qui sortait de congé maternité et qui reprenait des enfants en assistante maternelle. Donc là, franchement, il y a 15 ans, j'étais vraiment dans le mal. Dans Ouais, en le panique, ouais. ah ouais, j'étais vraiment en panique. Je me suis dit: «Non, mais je vais pas abandonner mes études et tout». Donc non, peut-être si je devais me dire un truc, je lui dirais: «T'inquiète pas, tu vas trouver une solution de garde, pour ton fils, tu vas pas être obligé d'arrêter tes études». Voilà, ce serait tout.
Et si tu voulais transmettre un truc à ton fils, un truc, tu lui dis, ouais, dans tous les trucs que je t'ai appris, mon fils, parce que les enfants, c'est quand même important. Enfin, c'est pas la question d'en avoir qui est important, c'est quand on as, tu sais que ça devient vraiment cardinal dans l'organisation de ta vie. Si tu devais lui dire, bah écoute, voilà, tu es sur ton lit de mort et tu as envie de lui dire, bah écoute, mon fils, il y a un... tu peux oublier tout ce que je t'ai dit, mais ça, souviens-toi-en. Ce serait quoi? Ben, moi, j'ai la chance que mon fils, il a déjà 16 ans. Enfin, il va avoir 16 ans, du coup, au mois de janvier, comme je te disais, il y a 15 ans de ça. Et en fait, moi, j'ai déjà réussi ce que je voulais lui transmettre et ça, c'est une de mes plus grandes fiertés, c'est, la confiance en soi, la détermination, en fait. Bravo. Parce que mon fils, je vois, tu vois, là, il est moi, je admirative, hein, franchement. Il est, tu vois, il va au rugby, il fait l'école, là, il a vu qu'en maths, il avait un peu des difficultés, il s'est inscrit par lui-même au club de maths, tu vois, pour pouvoir remonter un petit peu, parce qu'il était plutôt bon et puis là, c'est le passage au lycée, c'est un autre niveau, tu vois? Et vraiment une confiance en soi, mais tu sais quand ton enfant il est petit, que tu lui dis: «Ah, t'es le plus beau, t'es intelligent, t'es fort, c'est bien» et cetera, que tu le laisses se débrouiller par lui-même et tout, nin nin. Tu sais, des fois, tu te dis: «Ouais, est-ce que ça rentre vraiment dans leur petite tête et tout?» Mm, mm. Mais après, quand tu vois que 15 ans plus tard, tu es avec un enfant qui sait ce qu'il veut faire dans la vie. Après, ça veut pas dire qu'il va faire ce qu'il a dit qu'il va faire, mais tu vois qu'il a des objectifs, qu'il se donne les moyens surtout. Moi, c'est surtout ça, c'est qu'il se donne les moyens pour les choses qui lui tiennent à cœur. Et ça, tu vois, pour moi, c'est priceless, hein. C'est vraiment, Ah bah ça, c'est la plus belle réussite quand tu es maman, hein, quand tu vois que ton fils, il est, ou ton enfant ou ta fille, un de tes enfants, qui est proactif dans la réalisation de sa vie. Enfin, qu'est-ce que tu veux de plus, en fait? Tu non, peux mais je dormir, te dis, tu peux moi, mon fermer les fils, yeux. moi, je suis pas du C'est bon. matin, je ne le réveille pas le matin. Mm, mm. Je le réveille pas le matin. Donc c'est lui, il y va parce que, et il pourrait être tous les jours en retard, tu vois? Bon, s'il était tous les jours en retard, ça m'aurait saoulée et je me Oui, puis serais là, tu réveillée, aurais nin fait et des cetera, tu actions, vois? ouais. Mais il s'autodiscipline, franchement, ça, c'est mon plus grand succès. Ouais, ouais, mais et tu penses que ça, justement, c'est l'épisode qui n'en finit jamais, quoi? Ouais. Alors pour la partie 3. Non, mais très rapidement, parce que ce sujet, vraiment, il m'intéresse. Et tu penses que ça, du coup, il l'a appris parce que il t'a vu faire? Il a appris par mimétisme? Ou il a appris parce que tu as mis en place des trucs pour arriver à ce résultat? Je pense que c'est un peu des 2. Donc il y a des choses pour moi où c'était intentionnel, ça veut dire à chaque fois qu'il essayait de faire un truc: «Vas-y, essaye», tu vois? À chaque fois qu'il me disait: «Non, je peux pas y arriver» et cetera. Je te donne juste une anecdote, tellement je lui répétais tout le temps ça. Une fois, on était au McDo, bref, et j'avais une nouvelle voiture qui était très longue et tu sais les coudes du McDo là, dans le drive là, c'est Mmh. assez serré et lui, il était à l'arrière et moi je me parlais à moi-même, je suis en train de me dire: «Mais je vais jamais réussir à prendre ce virage et tout, c'est trop serré» et puis j'entends une petite voix derrière qui me dit: «Non maman, vas-y, tu peux le faire». Ah, j'adore. Et du coup, Trop tu mignon. vois, j'étais obligée, tu vois, je pouvais pas, abandonner donc je l'ai fait et tout. Après, il m'a dit: «Ah, tu vois, tu as réussi et tout». J'ai dit: «Ah ouais, j'ai réussi, bravo», tu vois? Donc c'était plus des petits trucs, tu vois, de motiver comme ça et puis après, je pense aussi que les enfants, ils sont pas aveugles, ils comprennent très bien, qu'ils voient les parents qui travaillent. Moi, j'ai beaucoup voyagé pendant un moment, donc j'étais beaucoup, beaucoup dans le travail, tu vois? Donc il a vu que j'étais vraiment impliquée, dédiée dans mon travail, donc forcément, ça a joué et aussi, Ouais. c'était un point par rapport à son père. Son père, lui, il est plus, un peu, et justement, il a pas une forte confiance en lui, tu vois? C'est plus du style, «Ah bah, j'y arrive pas, j'abandonne», tu vois? Et ça, c'était ma hantise, qu'il développe ce trait de personnalité-là. Donc c'est vrai que j'ai mis beaucoup l'accent là-dessus pour me dire, «Non, c'est bien, t'es fort, tu peux le faire, tu nin toujours motivé, motivé, motivé. Et puis après, bah, quand on te répète tous les jours en fait, de la même manière que nous, on se parle à nous-mêmes et comme on parle à nos enfants, bah, on se parle à nous-mêmes aussi de la même façon, quoi. Tu dis: «Non, mais tu peux le faire, tu peux le faire». Moi, 15 000 fois dans la journée, je me dis: «Bon allez Maëva», tu sais, quand je suis au bout, que j'ai plus de force et tout: C'est vrai, «Allez ouais. Maëva, tu peux le faire, vas-y, encore 5 minutes et tu peux C'est le vrai, faire». ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Et en fait, tu fais la même chose avec tes enfants et si la graine, ça prend et puis après ça c'est bien. Eh bien, écoute, sur ces très, très, très belles paroles, merci beaucoup, encore une fois, Maëva, pour cet épisode hyper riche dans tous les sens du terme. Peut-être qu'avant de nous quitter, tu peux nous donner tes actualités, nous partager plutôt tes actualités et nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver et nous parler peut-être très rapidement de ton bouquin et du nouveau carnet que tu as sorti.
Oui, bah, alors là, pour les actualités, c'est assez calme. Donc, je vais plutôt vous parler, bah, là où vous pouvez me retrouver, bien sûr, où je papote, tout le temps, c'est sur Instagram. Mais j'ai aussi un blog pour les personnes qui sont pas trop fanatiques, de tout ce qui est réseaux sociaux. Donc j'ai mon livre, Mon budget sur pilote automatique. Franchement, les retours que j'ai, surtout en fin d'année, les gens qui me disent: «Ah, je fais mes courses grâce à toi» et tout ça, sans être stressé, ça fait tellement plaisir. Donc si jamais, voilà, vous avez, envie de faire un petit reboot au niveau de votre, mindset et de votre organisation sur les finances, bah, je vous conseille, le livre et puis le carnet, c'est vraiment la partie, exercice pratique. Donc c'est plus, voilà, si on a envie d'écrire, de mettre un peu les mains dans le cambouis et cetera, ça sera plus adapté. Plus la partie planeur, donc c'est vraiment quand on a des projets, tout qu'on veut mettre en place, peut-être que ça sera plus adapté. On peut avoir l'un ou l'autre, on n'est pas obligé d'avoir les 2 en même temps. Vous êtes pas pris au piège si vous achetez le livre ou le carnet et puis aussi, un truc dont j'ai beaucoup moins parlé, c'est le jeu de cartes que j'ai sorti qui s'appelle, D'amour et d'eau fraîche que j'ai sorti en début d'année. C'est pour moi, le moyen justement tout à l'heure on a parlé de la qualité, de l'entourage, d'avoir en fait, un moment, où on peut discuter d'argent sans se prendre la tête et puis, bah, essayer aussi de se motiver, de voir où les uns et les autres on en est sur plein de thématiques, le patrimoine, la carrière, enfin bref un peu de tout et voilà, pour faire court. Et bah, de toute façon, Maëva, tu sais que tu seras toujours la bienvenue pour revenir parler de tes actualités sur le podcast. De manière générale, encore un grand merci. Ça a été un super moment que j'ai vraiment apprécié partager avec toi. Et puis, rendez-vous tous sur @monbudgetbento. Et n'oubliez pas de me donner vos retours sur cet épisode. À bientôt, Maëva. Merci encore. À bientôt Insa. Si vous aimez le podcast Ma Juste Valeur, vous allez adorer notre programme et nos offres de coaching à la négociation de rémunération. Grâce à la méthodologie unique et pratico-pratique de Ma Juste Valeur, vous allez apprendre enfin à vraiment gagner votre vie. Vous allez notamment apprendre comment découvrir votre juste salaire ou vos justes tarifs sur le marché du travail, à construire une stratégie de négociation alignée avec vos priorités de vie et vos objectifs de carrière. Et enfin, à formuler les bons arguments face à votre hiérarchie ou vos clients pour obtenir la rémunération que vous méritez. Si vous écoutez Ma Juste Valeur, c'est parce que vous êtes convaincu que votre travail mérite d'être reconnu financièrement. Alors laissez-moi vous aider à réaliser vos objectifs et rejoignez-moi dès aujourd'hui sur www.majustevaleur.com. Enfin, si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager à vos proches, vous abonner, le noter 5 étoiles et mettre un commentaire sympa sur la plateforme de streaming que vous préférez. N'oubliez pas, sharing is caring. Alors si vous pensez que ce podcast ou mon travail peut aider quelqu'un, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à le partager.